Site. Bon, on continue parce qu'on va rencontrer des gens. Voilà, nous sommes donc dans le site. Je vais faire une photo de... Il faut que je recule, pardon. Pardon. Derrière, voilà, c'est bon. Attends, je te vois pas. Qui c'est le chef? Il est où? Il est là. Il est là. Là. Voilà, parce qu'il y en a un que je vois pas. Non, comme ça, il faut se resserrer un petit peu parce que j'ai l'objectif. Voilà, c'est parfait. Comme ça, je vous ai tous. Alors, photo. Allons-y. Voilà, ça y est. Ok. Voilà une petite fille du village, de petits-enfants. Et là, nous allons aller visiter l'école parce qu'ils se sont organisés pour créer une école, bien entendu, puisque ça fait longtemps qu'ils sont là. Je prends une photo. Donc, nous marchons dans le site. Voilà. Voilà les enfants qui sont là. Et nous allons aller voir. Ils vont quoi? Ils vont se laver? Ils vont à la rivière, oui. Ils vont à la rivière. Voilà. C'est un bazar. Vas-y. Voilà les petits enfants. Voilà. Voilà tous les petits enfants. Ben basque refugiado, hein? Je pose la question où se trouve le Cabinda. La Cabinda quoi que? Quoi que Cabinda? À quoi que le soir ça plus se trouve. Les grands enfants là-bas qui peuvent connaître. Voilà, au fur et à mesure du temps. Au départ, les réfugiés cabindés avaient été évidemment dans des tentes et au fur et à mesure du temps, ils ont fait des baraques, enfin des baraques, oui. Voilà, donc c'est un petit peu l'aspect que l'on prend voilà, l'aspect général du site. Voilà. Ils chantent, c'est une chanson que voilà voilà le stade. Botard. Ça va nous faire. C'est mes élèves que j'ai laissés. Voilà l'école. Ils sont en train de construire leur école pour les enfants. Donc on essaye de voir, je crois, le professeur, je ne sais pas, enfin la personne du village qui fait le cours aux enfants. Je voudrais voir un peu comment sont organisés les cours. C'est le directeur. Lequel, CG du collège. Du collège. Alors attends, L'enseignement commence de l'école primaire. Mbagala. Peut-être là-bas, nous aurons plus de moyens de contacter d'autres organisations. Et la Caritas pourra être peut-être parmi les premiers à pouvoir contacter parce qu'ils nous connaissent très bien. En tout cas, nous ont donné une aide considérable. Et depuis quand ils viennent plus? Depuis quelle année? Depuis 75 même, après 95. Depuis 95 plutôt. Depuis 95, il y a eu ce que je viens de citer, une discorde entre les hommes de la Croix-Rouge. Bon, Caritas, en tant qu'organisation religieuse, c'est retiré. On se croise souvent avec les responsables au niveau des Pointe-Noires. On verra, nous voyons d'abord l'évolution de ça. En principe, ce qui nous manque, c'est ce que vous devez demander chez les autres. Ce que la Croix-Rouge ne nous donne pas. Nous sommes maintenant en phase de la chair. La Croix-Rouge, c'est le partenaire opérationnel. Alors, c'est peut-être la dernière phase, c'est la phase de l'autosuffisance. On est en train d'organiser, on essaie un peu à organiser le micro-projet. Il y a toujours beaucoup de contestations de la part des réfugiés parce que ça n'est pas comme ça devait être. Nous ne pouvons pas enseigner, lâcher. Donc nous regardons seulement que les choses arrivent comme ils veulent, mais peut-être nous passerons un peu plus tard avec notre frère, M. Nombouma, qui même s'il n'est plus dans les îles, mais toujours en collaboration avec nous.
Et peut-être essayer de trouver encore d'autres personnes morales. Qu'est-ce qui vous manque le plus ici pour les enfants, en fait? Pour les enfants, comme je disais, on n'a jamais eu de lait. On n'a jamais eu de lait comme l'alimentation de pointe. L'alimentation, je disais. Complémentaire. Oui, c'est le terme que nous avons employé. C'est l'alimentation de pointe. Et puis, vous savez, parmi nous, il y a, même si l'assistance a diminué, mais il y a ceux qui savent se débrouiller. Donc, ce sont les hommes en bonne santé, disons. Et nous avons pas mal de femmes et des hommes ici qui ne peuvent pas faire ce que nous faisons. Le champ, des fois nous fabriquons du charbon pour avoir un peu de moyens, de l'argent. Mais ces hommes-là, ce que nous avons appelé par les hommes de troisième âge, les hommes les plus nécessiteux. Donc, nous avons interrogé la chaire. Une fois, nous avons été venus. Bon, il y a des projets, il y a des micro-projets qu'on donne à tout le monde. Bon, mais les personnes de troisième âge ne peuvent pas voir un micro-projet pour aller travailler, pour aller au champ, tout ça. Et quel est leur avenir? Jusqu'à maintenant, nous attendons les réponses. Il y a aussi l'avenir des enseignants surtout. Parce que nous n'avons pas le temps d'aller faire le champ. Et nous avons, ce n'est pas un salaire que nous avons des micro-bourses que nous donnons. Donc, on a fatigué de discuter tout cela. Même, c'est le même salaire qu'il a laissé, voici il y a 6 ans. Donc, c'est le même que nous recevons aujourd'hui. On ne peut pas faire une grève. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez comme salaire? Vous êtes volontaire? Bon, nous avons le maximum, nous avons 40 000 francs. Nous enseignants du secondaire. Il y a le directeur seulement qui a 50, le directeur général qui a 50 000. Et lui, malheur à lui, donc sur les 50 000, il n'a même pas 30. Parce qu'il doit aller dans tous les sites pour visiter les élèves et les enseignants, voir comment les cours se déroulent. Vous êtes nombreux en enseignants? Nous sommes 27 au total, dans tous les 3 Dans votre site, où vous êtes organisé, chaque homme a pris... Ah, c'est ça, c'est dans chaque site où les hommes qui avaient cette... Non, nous avons, depuis le début avec lui, nous avons pensé qu'il y ait, quoique la chaire administre le site selon leur propre programme, nous avons pensé que notre enseignement devait avoir un noyau principal. C'est ce que nous avons appelé la direction générale. Et ça persiste jusqu'à maintenant. On n'a pas encore changé. Nous avons une direction générale qui, en principe, coordonne des activités pédagogiques et administratives dans tous les 3 sites. Donc, il y a le directeur général qui est là. Et puis, nous avons aujourd'hui à Kondi Mbaka ici, nous avons un CG, le 6e et le 5e. De même à Komi, sauf à Mavoadi qui a seulement le cycle primaire. Donc, vous savez, c'est l'administration, l'école primaire, le cycle primaire doit avoir un responsable. Nous appelons chef de section, bien directeur de section primaire. Au CG, c'est la même chose. Donc, nous tous, nous nous connaissons. Nous nous réunissons périodiquement. Il y a des fois à Konimaka, il y a des fois à Mavoadi, il y a des fois à Komi. C'est les seuls sites qu'il y a de réfugiés ici, dans le secteur de réfugiés Cabine D. Non, nous avons, c'est dans le même district de Inda, qui se trouvent les 3 sites. Donc un peu plus loin, Chitondi. S'il fait soleil, on peut regarder les maisons de loin. C'est là où se trouve le 2e site, Mavoadi. Et ils sont nombreux là-bas? Oui. Bon, c'est le tiers des Konimaka. C'est-à-dire bon, ils ont un tiers de notre population. Alors votre population ici, elle est de combien? Elle est de combien votre population? Ici, nous avons à environ 2900. Presque 3000, ouais. Donc là-bas. Et celui de Komi, à peu près? Komi, on 1000 et quelques. Aussi.
presque 2000. Et à votre connaissance, dans le coin, ce sont les seuls sites qu'il y a de réfugiés cabinés. Est-ce qu'il y en a plus loin des sites? Non, non. Non. Nous avons 3 sites seulement. 3 sites seulement. Nous avons 3 sites seulement, mais vous savez, madame, traditionnellement, traditionnellement, nous pouvons dire que ça c'est chez nous. Donc, je dis chez nous parce que avec le villageois ici, nous parlons en même patois. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas distinguer un réfugié cabinais quand il est mêlé avec les nationaux du Koulou. C'est-à-dire que quand nous sommes venus, il y a d'autres qui sont même restés dans les villages environnants ou dans les villages frontaliers. Parce que c'est la même famille. Ils ont fait le recensement et ils sont restés là. Parce que le recensement était d'abord pour tous les villages frontaliers, tous les villages environnants. Donc, c'est difficile de désigner le lieu où se trouve le réfugié. Mais en site de réfugiés organisés, donc il y a les 3 semaines. D'accord. Attention, excusez-moi, je voudrais ajouter, dans la région du Kouilou, parce que nous avons Niari, le site de, vous pouvez... oui, au Niari, la région de Niari, nous avons le site de Malolo. De Malolo. Et puis, juste maintenant, on ne sait pas, après ces événements... Après ces événements, on ne sait pas quelles les sont, parce qu'on avait toujours des informations, comment ils sont. Et ils sont arrivés les premiers. Ils n'ont même pas eu beaucoup d'assistance. Ils ont été assistés par la Caritas pendant quelques mois. Mais comme la terre est plus fertile là-bas, donc ils sont mieux organisés. Ils étaient mieux organisés que nous avant la guerre. Il faut ajouter que dernièrement, le HR avec un nouveau groupe qui a repris dernièrement en 1996, le HR a envoyé des gens là pour les assister. On avait demandé même qu'ils descendent ici là, mais comme ils croyaient que c'est là où ils devaient peut-être vivre mieux, puisque vous savez, les réfugiés, quand ils sont disons, dans les frontières, où ils peuvent facilement entrer en contact ou avoir des informations de l'air, ils ont jugé mieux rester là-bas, à Malolo. Mais malheureusement, depuis les événements, on ne sait pas... C'est-à-dire depuis 97. Donc depuis 97, vous ne savez même pas si ce site existe encore, en fait. Vous ne savez pas si ces gens, avec le problème qu'il y a eu, ne sont pas partis aussi avec le problème. Disons les autochtones, la population locale. Voilà, qui était à Dolisie, là-haut, donc... c'est même tout près de Dolisie. Donc on ne sait plus... Donc on ne sait plus où sont partis en réalité ces populations. Et ils étaient nombreux là-bas? Ils étaient environ 2000. 2000, donc on ne sait pas où est-ce qu'ils sont maintenant. Et vous n'avez aucune information. Nous imaginons seulement peut-être qu'ils sont allés en brousse avec les autochtones, ou bien comme c'est pas loin de chez nous, ils sont allés dans la brousse de chez nous. Bon, jusque-là, on n'a pas d'informations. D'accord. Bon, je vais faire un petit film. Alors, donc ça, c'est une classe d'où, là? C'est une classe, c'est les classes selon comment vous organisez vos cours ici. Ah oui, nous avons, comme je disais, c'est le matin que nous avons plus de classes. Le matin, oui. Le matin. Donc, c'est tout le cycle primaire fréquente le matin. D'accord. Ce soir, nous avons 2 classes. Nous avons la 6e et la 5e. Voilà, là nous avons au tableau. Ça c'est l'histoire. C'était l'histoire d'Afrique. L'histoire, les téqués. Les téqués, et là-bas, une citation. Ça c'est un cours. C'était un cours de quelle classe, ça? Rappelle-moi. CMA. CMA. D'accord. Bon, donc voilà. Excusez-moi, je voudrais, parce que nous sommes là, il a parlé du coup de l'enseignement. Il faut faire aussi une petite historique sur l'enseignement, parce que l'enseignement était un élément ici qui a été bien suivi, soit par les réfugiés et d'autres personnes morales de bienfaisance. Et nous sommes arrivés ici. D'abord, on a organisé cette école sous les armes là-bas. Et comme il a su dire, c'est la Caritas qui a intervenu au départ. Et aussi, nous avons pensé qu'il fallait intéresser le français, parce qu'on pensait que nos élèves
et qui sont de l'expression portugaise. Une fois terminé le cycle ici, ils devaient continuer les études, alors ils devaient s'intégrer dans l'enseignement local. Alors nous avons intéressé beaucoup de personnes, notamment l'école consulaire française, et nous devons vous dire que nous avons été tellement soutenus par l'école française, et nous avons des documents, peut-être qu'il garde lui et moi aussi, et nous avons été soutenus non seulement sur le plan matériel, et didactique. Nous avons reçu ici, je crois que c'était chaque mardi, chaque vendredi, nous avons reçu ici un groupe de corps enseignants de l'école consulaire française qui venait encadrer les enseignants du site. D'où cette facilité de retransmettre la langue française. Vous voyez, bien sûr, mais je vois. Et puis la formation, la façon pour les cours, pour les programmes, pour les cycles. Le programme, on a reçu le programme, on a reçu aussi directement des enseignements, des petits séminaires pédagogiques qui a donné un peu de lumière pour s'adapter au nouveau don de la pédagogie et pour être un peu moderne, pas totalement être à l'écart. Après, le HR a pris aussi une responsabilité, ce qui était d'abord, d'ailleurs, sa mission. Et c'est là où les enseignants ont commencé à gagner quelque chose. Parce qu'au départ, les enseignants étaient tous des volontaires, tous des réfugiés. Nous sommes organisés et on a demandé que nous avions une mission très importante, nous qui avons eu la chance d'être préparés, parce que nous risquions à l'époque de voir les enfants grandir sans école, et nous avons mobilisé l'ensemble des jeunes qui avaient une certaine formation, et nous nous sommes donnés corps et âme. Voilà là où nous avons essayé un peu de travailler pour les nouvelles générations. Et alors la France, maintenant, après, ils n'ont plus du tout, ils sont plus revenus depuis quand pour faire ces séminaires et autres, l'école consulaire française a continué à vous aider? Bon, mais pour des raisons peut-être conjoncturelles, n'est-ce pas? Vous savez la situation du pays. Vous avez vu d'où nous venons pour arriver ici. C'est quand même loin. Il y a une situation d'insécurité à un moment donné dans le pays. Je crois que les Français ne pouvaient pas exposer à tout moment les enseignants venir ici pour dispenser cours. Je pense que c'est la raison. Nous avons été satisfaits parce qu'à l'époque, nos élèves n'achetaient pas du matériel scolaire. Tout, pendant près de 2 ans, ce que nous avons utilisé, c'était venu de l'école française et de la Caritas. D'accord. Et là maintenant, au niveau donc, du matériel scolaire, vous manquez de beaucoup de choses? Quels sont les principaux besoins que vous avez pour l'enseignement, qui ne vous parvient pas ici? Bon, nous avons, ça on ne peut pas mentir, nous recevons toujours le matériel, le cahier, le livre du projet. Mais quelque chose qui nous rend difficile notre tâche, c'est le retard de l'arrivée de ce matériel. Par exemple, aujourd'hui, les élèves du CG n'ont pas encore reçu des cahiers, donc des briques. Et nous sommes bientôt à la fin du 2e trimestre. Et donc depuis le début de l'année, ils n'ont pas reçu les cahiers? Il y a la primaire qui avait reçu, parce que ils ont un système jusqu'en décembre. Excusez-moi, attendez, excusez-moi, je veux simplement voir, parce que... Voilà, on va faire la photo. C'est la journée des crevaisons, on dirait. Vocês sabem cantar banda? Não sabem. Nous arrivons chez un artiste, Kabinde, et voilà un échantillon de ses dessins, bien entendu avec les moyens qu'il a, c'est-à-dire très peu. Il arrive à faire des belles choses. Je vais les prendre en photo. Et il y a quand même, c'est pas quand même, il y a une culture des artistes kabindés qu'il faut aider, parce que la culture d'un peuple, c'est quand même très important. Voilà, je les prends en photo. Voilà, ok. Voilà,
Voilà ce qu'il peint sur des cartons, sur des tissus, tout ce qu'il peut avoir sous la main. Les dessins sont fins, voilà les visages. Je ne sais pas si on voit bien parce que je ne sais pas si je sais bien filmer. Voilà, je vais prendre une photo de ce tableau que je trouve joli. Voilà. Elle a peur, elle a peur, elle pleure. Ça fait rien. Voilà, donc nous sommes dans le... ici, c'est oui, non, c'est la maison donc c'est le lieu du chef. Voilà, du chef du comité. Du comité du site. Alors, après avoir visité un petit peu le village et filmé à l'intérieur de l'école, nous sommes revenus au site parce que les femmes qui travaillent beaucoup étaient toutes parties au champ. Donc, il y en a quelques-unes qui sont revenues. Et on va voir, je pense qu'elle ne parle que portugais. Oui, il y a une enseignante qui peut parler portugais, la langue maternelle. La langue maternelle, oui. Voilà, la langue cabindaise. Donc, quelle est la personne qui peut parler, mais surtout, il faudrait derrière que vous puissiez me faire une traduction ou la traduction après, de toute façon. Donc, par qui je commence par quelle est la dame qui peut... Allez-y, je vous écoute. Qu'est-ce qu'elle peut... C'est la secrétaire du comité féminin. Voilà. Donc, Madame Marie-Louise. Voilà. Alors qu'elle me dise un petit peu dans quelles conditions elle vit, depuis quand elles sont arrivées, bien entendu, ici, comment elles sont arrivées. Et je voudrais avoir un petit peu des informations sur leur vie et sur la vie de leurs enfants. Elles se cachent. Elles se cachent. Donc, qui est-ce qui commence à prendre la parole? Nkamba nandi kantomba mbuni mukamuzingili mbuni mumazingili kumbusi tona mumunango bazipasi izinyenzi mbuni mukuzingili bawubu bibikentinzi babeno mumona mboti zabe utulumbe nduba kunana lakini mama ndemtinzi mani alors maman te tuba kwa kusosi mausa kavutula ngatukusanga mu France. Je put, mbembo bwala. Je pense d'abord en ce qui concerne la vie des enfants. As crianças estão totalmente em sofrimento, estamos na miséria. Nous pouvons dire que nous et nos enfants, nous sommes dans une situation misérable. Para ir na escola, coitados, não tem nada mesmo de comer. Para uma criança que vai na escola, deve pelo menos comer ou tomar leite antes de ir na escola mesmo. Par exemple, nos enfants vont à l'école sans manger, alors que les enfants pouvaient quand même prendre un besoin d'une tasse de lait, un bout de pain. Mais nos enfants vont à l'école sans manger. Alors ça nous afflige, nous, en tant que mères. Não tem de comer, fazem dia inteiro, não tem nada de comer. Começa com a fome sem olho, sem dendê. Vida crise. Et parfois, les enfants vivent ici avec disons, comment on appelle ça, la bread, saka. C'est un plat préparé avec le feu de manioc et qu'on prépare parfois sans huile. Et sans, il y a un produit qu'on appelle moambe qu'on utilise à la place de l'huile. On mange ça et les enfants aussi en mangent. Et les bébés, comment ils sont? Agora os bebês com babando de titi. Babando de titi, só Xuxa, não temos leite, pelo menos água potável não há condição própria de vestir, nada. Bon, les enfants, les bébés se nourrissent de lait maternel. Bien sûr. Et il n'y a pas autre chose à faire. Et il faut aussi ajouter
une mère qui allait n'a pas des habits suffisants, le lait est suffisant pour entretenir aussi l'enfant. Ok. Vas-y, je t'écoute. Je dis par exemple, nous, dans notre village, quand nous avons fui, il y a des bombes qui quittaient non loin de chez nous, d'un camp militaire, et qui tombaient chez nous. Et nous étions tous, enfin nous étions dispersés comme ça. Il y en a qui ont abandonné tout ce qu'ils avaient. Et il y a eu des femmes qui ont accouché même le long de chez moi, parce qu'avec ces bruits, disons des bombes, et nous avons fait près d'une semaine en passant par la Brousse pour arriver jusqu'à la frontière. Et je dis chez nous, par exemple, dans nos villages, quand nous avons fui, il y a des femmes qui sont venues, enfin qui ont fui en sous-vêtements et qui sont arrivées ici à l'extérieur en sous-vêtements avec leurs enfants. Alors elle veut ajouter, nous étions parfois dans des coins en brousse avec la pluie, et surtout c'était dans une saison pluvieuse. Nous étions là-bas avec des enfants, sous la pluie, sans soutien, sans alimentation, et jusqu'au moment où nous sommes arrivés ici au Congo. Ok, ils ont quitté ils étaient au Cabinda, dans le Cabinda. Oui. Et les gens se sont retrouvés, disons, exposés avec leurs familles. Mais nous n'avons pas de moyens pour reconstruire nos maisons. Ces petites zites où nous vivons, qui ne sont même pas... Voilà, enfin bon, j'ai fait un film sur toutes les conditions, mais c'est quand même pas génial. Je vais prendre une photo du petit, mais il a peur. Voilà, il mange. Voilà l'aspect général. Au fond là, ceci est l'infirmerie. Bon, à condition qu'il n'y ait pas de cas trop graves, parce que malheureusement, s'il y a des grands problèmes, ils ne peuvent pas faire face, évidemment, vu le bâtiment. Voilà l'aspect général du site. Bon, la terre va être très peu fertile, donc ils sont quand même obligés de partir pour cultiver les champs. Voilà les élèves, les enfants. Voilà l'aspect du site. Et ici, ils sont donc 2900, c'est-à-dire 3000 personnes qui habitent ici, dans des conditions quand même assez difficiles. Voilà. Bon, nous allons repartir parce que les HCR je ne peux pas rester plus longtemps parce que la route est très longue et il est déjà tard, donc je suis obligée de repartir. Et avec regret parce que il y avait beaucoup de choses à faire et à dire, mais j'ai plus le temps. Et puis pour aller à Mavoidi et Komi, il faut partir à 8 h le matin et il faut les prévenir. C'est pas facile. J'ai eu déjà beaucoup de difficultés à venir ici. Il a fallu que je me batte, je dirais entre guillemets, je me suis occupée moi-même des démarches. Je suis allée au HCR et j'ai pu tomber sur quelqu'un qui a pu m'aider. Parce que j'avais une association française et avec des documents tout de même officiels, ça a pesé un petit peu sur leur décision. Voilà. Qu'elle me redise parce que je sais pas. Vas-y. Alors qu'est-ce qu'elle me disait tout à l'heure? Nous, les femmes, les personnes de troisième âge, la famine, nous n'en supportons pas. Qu'est-ce que vous avez pour nous? La photo, oui, mais qu'est-ce que